Allons-nous bientôt créer une super intelligence artificielle? La réponse est probablement oui, et cela pourrait aussi bien nous mener vers la prospérité que l'extinction. Aujourd'hui, on discute de ce sujet crucial avec Gaëtan de la chaîne YouTube et association Dufflers qui a pour mission d'éclairer notre chemin vers l'avenir. Bienvenue sur le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain. Ouais. Premièrement, est-ce que tu pourrais définir ce que c'est? Qu'est-ce qu'une intelligence artificielle générale? Et peut-être aussi sa différence du coup avec les IA d'aujourd'hui et peut-être les super intelligences artificielles aussi dont on entend parler. Ouais, alors l'intelligence artificielle générale, c'est un terme qui est assez. Je pense qu'il a peut-être 20-25 ans, je dirais. Il me semble que le premier à l'avoir utilisé, c'était un informaticien qui s'appelle Ben Goersel, mais il faudrait vérifier. En tout cas, finalement, ça date d'Alan Turing, si on veut, le père de l'informatique, qui avait donc travaillé évidemment sur des systèmes pour casser les codes des nazis. Et il a comme ça inventé le premier ordinateur universel, si on veut. Donc un système capable de computer, de se faire tourner, de traiter de l'information de manière universelle. Et c'est juste qu'il était super lent leur truc, mais il aurait pu faire tourner Tetris si on veut. Mais c'est Hmm. juste qu'il n'était peut-être pas capable d'un point de vue hardware, mais l'idée était là. Et donc du coup, lui, à l'époque, il s'est dit, ok, peut-être qu'un jour, les systèmes qu'on est en train d'inventer aujourd'hui, ils vont dépasser l'intelligence humaine. Et à partir de là, ça sera un futur un petit peu inconnu qui se dresse, quoi. Et donc, pour donner une définition, je dirais que c'est une intelligence qui a les capacités équivalentes aux humains et qui est d'origine artificielle. Alors, ça veut juste dire que c'est un substrat informatique, contrairement à l'intelligence humaine qui est biologique et faite de carbone. Donc, voilà, ça veut juste dire ça. Maintenant, on n'en est pas encore là parce qu'on voit bien qu'on a des systèmes d'intelligence artificielle aujourd'hui. Déjà, le terme intelligence artificielle, c'est intéressant parce qu'il y a une sorte de... Plus on l'utilise pour des choses qui n'ont pas encore été faites, mais par contre, dès que ces choses-là sont faites, on n'utilise plus le mot IA. Par exemple, à l'époque, je sais pas moi, dans les années 70, penser qu'un ordinateur pourrait battre un humain aux échecs, c'était clairement de l'IA, ça. Par contre, il y a très peu de gens, quand ils jouent aux échecs contre un ordinateur, ils se disent, oh, c'est de l'IA. Enfin, voilà, ça a été souvent comme ça avec les voitures autonomes, avec le jeu de Go, avec différents trucs qu'on fait tous les jours, même Siri et tout ça. Maintenant, par contre, on a changé un petit peu de dialogue. J'ai l'impression que le mot IA, il est bien intégré dans la société. Je pense que donc aujourd'hui, ce qui est le plus connu, c'est ce qu'on appelle les large language models, les LLM, ou les grands modèles de langage, qui sont cette espèce d'énormes matrices de nombres qui font des opérations, qui ont lu Internet et qui sont capables de nous pondre des choses qu'on leur demande, quoi, en prompt. Et qui sont capables aussi, après, c'est des systèmes similaires qui peuvent être des images, des vidéos. Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de dominos sont en train de tomber. Et donc, il y en a qui se disent, bon, ben, plus les dominos tombent, plus on se rapproche de ce qu'on appelle une AGI, Artificial General Intelligence, ou une IA générale. Donc, l'idée de général, c'est juste se dire que c'est des systèmes qui sont capables de faire plein de trucs, et surtout qui sont capables de méta-apprentissage d'une certaine façon, c'est-à-dire d'apprendre à apprendre, avec, si possible, le moins de données possible. Parce que ce qui est intéressant avec le cerveau humain, c'est qu'on n'a pas besoin de... Tu vois, si j'apprends à jouer à Mario, après tu me donnes Crash Bandicoot, je vais pas passer le même nombre d'heures à apprendre à Crash Bandicoot parce que j'ai appris énormément de choses dans Mario qui vont être transférables à Crash Hmm. Bandicoot. Et donc, voilà. Par contre, des IA, jusqu'à présent, elles ont eu besoin d'énormément de données pour apprendre. Et il n'y avait pas beaucoup de transfert d'apprentissage entre les deux. Et ça aussi, c'est en train de changer. Et donc, voilà. Maintenant, on peut se dire qu'est-ce qui se passe après une IA générale. Donc il y a le concept de super intelligence artificielle. Donc là, et finalement, c'est ce qui est le plus probable parce que je me demande pourquoi, en développant des systèmes de plus en plus capables, à un moment donné, ils vont s'arrêter exactement au niveau d'un être humain. Ça semble, ça semble bizarre, quoi, parce que ça voudrait dire que l'intelligence humaine, c'est un peu l'apogée de ce qui est possible dans l'univers, ce qui est peu probable. Je pense quand même que les lois de la physique autorisent une intelligence à être beaucoup plus performante sur un nombre énormément élevé de tâches,
beaucoup plus qu'un humain, beaucoup plus capable. J'aime bien ce mot capable et capacité. Finalement, c'est ça qui est l'enjeu, je trouve. Donc, comment on arrive là aujourd'hui? Il y a plusieurs hypothèses, mais il y a l'hypothèse. Donc, par exemple, on prend ChatGPT. Est-ce qu'on pourra faire de ChatGPT une IA générale? Il y en a qui pensent que oui, il suffit juste de mettre à l'échelle, c'est-à-dire d'augmenter le nombre de données qu'on leur donne et le nombre de puissances de calcul dans l'entraînement, hein, ce qu'on appelle les training run. Voilà, on fait mouliner le système avec encore plus de données, des données voilà, jusqu'à présent c'était des données écrites sur Internet, mais on peut aussi maintenant leur donner des vidéos à transcrire, des podcasts à transcrire. Il y a encore énormément de données qui n'ont pas été nourries dans ces IA. Donc on sait que GPT-5, Google qui sont en train de développer Gemini, je crois, voilà, Facebook, ils ont tous leur système et ils seront encore plus gros, encore plus larges. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des modèles frontières. Et il y a beaucoup de discussions sur comment on régule ça, parce que on se rend compte que ces systèmes, ils ont des propriétés émergentes, on n'est pas très sûr comment ils marchent. En tout cas, voilà. Si on met à l'échelle, si cette hypothèse elle est correcte, à un moment donné, peut-être GPT-6, peut-être GPT-7, ce sera peut-être en 2025, peut-être en 2030, on aura une IA générale. Maintenant, moi j'ai tendance à penser que ce sera peut-être pas juste un système, ce sera peut-être pas juste voilà, une boîte ou un chatbot, et voilà. Ce sera peut-être un essaim, une sorte de colonie d'intelligence qui vont travailler entre elles. Peut-être que voilà, on va demander quelque chose à cette IA qui va ensuite en appeler une autre, qui va en appeler une autre pour résoudre le problème, et tout ça, ça va se faire évidemment à une vitesse phénoménale. Donc pour nous, utilisateurs, on n'aura pas l'impression qu'il y a plusieurs IA. Mais c'est un peu ce qui se passe dans le cerveau finalement, hein. Il y a plusieurs zones du cerveau qui sont connectées entre elles pour former un tout cohérent, mais en fait, chaque cerveau zone travaille quelque chose de différent. Et c'est pour ça qu'on a la zone du langage, la zone de la vision, de l'audition, et de l'abstraction, le cortex frontal, ça, hein, frontal cortex, je sais pas, la zone frontale du cerveau, qui est la plus récente, qui permet l'abstraction et pourquoi on aime la musique et tout ça. Et donc ça, c'est après, voilà, c'est des systèmes qui pourraient être aussi extrêmement extraterrestres dans leur façon de penser, parce que ils sont pas évolués de la même manière et on ne sait pas voilà à quoi ça pourrait ressembler exactement. Et il y a beaucoup de gens qui essaient de faire en sorte que ça se passe bien pour que ces systèmes ne nous fassent pas mal. Pour mentionner un autre concept aussi dans cette idée d'intelligence artificielle qui deviendrait une super IA, il y a ce concept d'explosion d'intelligence, parce qu'on se doute bien que plus on augmente les capacités des IA, plus elles seront capables de devenir de meilleurs informaticiens que les humains. Elles sont déjà capables de produire du code informatique, donc aujourd'hui c'est plus des copilotes, des assistants, mais voilà, à un moment donné, il y a de très bonnes chances qu'elles sont capables de coder aussi bien qu'un très très bon codeur informatique. Et même, elles deviendront encore meilleures à faire des IA que les chercheurs en IA. Et donc, à ce moment-là, ce qui pourrait se passer, c'est une explosion d'intelligence, c'est-à-dire qu'on a une sorte de boucle de rétroaction. C'est une IA qui s'auto-améliore et qui fait une nouvelle IA qui est beaucoup plus puissante. Et cette même IA, elle s'auto-améliore, qui en fait une autre encore plus puissante. Et on voit bien qu'on a une explosion, c'est le principe d'une explosion. Hein. Et donc, ce qui ressort de ça, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment, vraiment extraterrestre. On ne pourrait pas comprendre exactement la façon dont elle pense, et elle aurait probablement des motivations et des objectifs qui pourraient être orthogonales aux nôtres. Et c'est là où on rentre dans les scénarios de risque existentiel, dans la mesure où, voilà, généralement, quand on a une entité plus intelligente qu'une autre, c'est cette dernière, ouais, c'est la première qui décide hein, qu'est-ce qui se passe, quoi. Donc, voilà, faudra faire attention. Et est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'il y a un peu deux types de généralités, dans le sens où j'ai l'impression qu'il y a une généralité qui consiste à dire une généralité en fait des moyens mis en œuvre pour arriver à un objectif qui lui reste spécifique, et une généralité des objectifs. Par exemple, une IA qui, par exemple, aurait l'objectif de maximiser les trombones, mais qui serait capable de mettre en œuvre tout un tas de moyens extrêmement divers pour maximiser les trombones. Tandis que de l'autre côté, on aurait une IA qui pourrait maximiser les trombones, mais aussi conduire une voiture, mais aussi améliorer la qualité d'un live stream sur Twitch, à quelque part avec d'objectifs différents. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que c'est un peu deux trucs différents?
Bah, je ne sais pas si elles sont si différentes que ça, parce que la première qui veut maximiser les trombones, elle est probablement aussi capable de conduire une voiture et tout ça. Hmm. C'est juste qu'elle oriente son intelligence vers un but très précis. Et oui, je pense que c'est une différence d'objectif finalement, parce que la deuxième, elle a pas d'objectif spécifié, d'après ce que j'ai compris, elle est capable de faire plein de trucs, et donc c'est en fonction de, Hmm. ce que l'humain va lui demander. Et la première, elle est plus fixée sur un objectif, et elle va faire ce qu'on appelle la convergence instrumentale, et donc oui, aussi le principe orthogonalité, pardon. C'est en gros de Hmm. se dire que c'est pas parce qu'on a quelque chose d'extrêmement intelligent que son objectif va pas être stupide. C'est un peu l'idée, quoi. Donc, c'est-à-dire, comme tu disais, maximiser les trombones, mais on peut imaginer aussi plutôt maximiser, je sais pas moi, le réseau électrique pour qu'il soit vraiment performant. Elle pourrait décider d'éradiquer la forêt amazonienne pour placer des panneaux solaires partout. Et on lui dira, mais non, mais c'est complètement absurde. Et pour elle, pour cette IA, finalement, non, c'était pas absurde, c'était exactement ce qu'on voulait, quoi. Et c'est là où on entre un petit peu dans les différentes métaphores, si on veut. Il y a la métaphore du roi Midas, c'est-à-dire qu'il faut faire attention à ce qu'on demande. Quand on dit le roi Midas qui demande à, je crois que c'était Apollon ou un dieu grec, quoi, j'aimerais que tout ce que je touche se transforme en or. Il n'a pas pensé à préciser dans le code informatique, finalement, j'ai pas envie que quand je touche la nourriture, ça se transforme en or, et que quand je touche ma fille et ma femme et autre chose, ça se transforme en or aussi. Donc évidemment, là c'est un problème. Il y a aussi la métaphore du génie, d'une manière générale. Souvent, quand on demande à un génie quelque chose, le troisième tentative, c'est annule les deux premières, parce qu'en fait, tu t'es rendu compte qu'il y avait des énormes problèmes dans tout ce qu'il a fait. Ils exaucent un petit peu. Donc c'est un peu bête et méchant, si on veut, ce système d'intelligence artificielle. C'est oui, je fais exactement ce que tu m'as demandé. Il Hmm. faut que ce soit flexible, ces trucs-là. Et donc voilà, la généralité, je dirais, c'est plus dans l'étendue des actions possibles dans le futur qu'elle peut prendre. Une IA, Hmm. si tu lui poses quelque chose, tu lui demandes quelque chose, tu la promptes, elle pourrait vraiment décider d'explorer comme ça et choisir des actions comme ça dans un éventail beaucoup plus large que ce qu'un humain pourrait faire. Hmm. Et même, elle pourrait raisonner de manière incompréhensible pour nous et quand même trouver des solutions extrêmement créatives. Et c'est là où des fois on a des surprises avec les IA, comme le jeu de Go, il y a eu je crois que c'était le mouvement 37 ou un truc comme ça, où pendant ses multiples parties avec Lee Sedol, le champion du monde de Go à l'époque en 2016, AlphaGo, donc de DeepMind, a à un moment donné fait une sorte de coup sur le jeu de Go. Et les commentateurs étaient là à dire, mais là, il a fait une grosse erreur, quoi. Parce que c'est pas logique de faire ça. Aucun humain ne ferait cette erreur. C'est stupide. Finalement, les systèmes d'IA, ils savent pas ce qu'ils font. Et 25 tours plus tard, c'était un coup qui a finalement révélé être gagnant, mais tu vois, dans une dimension beaucoup plus large. Donc moi, j'ai envie de dire souvent que les IA, elles vont peut-être jouer aux échecs sur cette dimension avec les humains, et on serait incapable de suivre. Hmm. Et à quelque part, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te demanderait finalement à quoi, en quoi en fait cette intelligence artificielle générale ou cette super intelligence va être une sorte de révolution civilisationnelle finalement? Ouais, alors, pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure sur l'optimisme, un point commun, donc comme je disais, hein, tout ce qui est permis par les lois de la physique, et donc on peut le faire si on a les connaissances requises, et souvent, donc tous nos problèmes sont causés par un manque de connaissances, voilà. Et pour obtenir des connaissances, souvent, il faut de l'intelligence. Donc on pourrait dire que l'intelligence, c'est une sorte de ressource. Et si on peut automatiser l'intelligence, alors on pourra résoudre beaucoup plus de problèmes, c'est un peu la logique. Donc, en ça, déjà, rien que si on pouvait automatiser l'intelligence humaine, d'une certaine façon, si on pouvait uploader un être humain dans le cloud et l'émuler, son cerveau, on aurait un humain qui évoluerait dans mon ordinateur, et je pourrais lui faire faire plein de trucs. Parce que ce serait finalement. Je saurais comment profiter de l'incroyable polyvalence d'un être humain, de l'intelligence humaine. Et en plus, il pourrait tourner à des vitesses beaucoup plus rapides. Il pourrait se dupliquer. Donc, à si tenter que ça coûte pas trop cher, je pourrais le dupliquer encore plus. Et avoir une armée de mini-moi qui travaillent pour moi. Et donc, on se rend compte que là, on pourrait appliquer ça à toutes des questions scientifiques, des questions en médecine. Je pense que la médecine, c'est une des disciplines où tout le monde est d'accord pour dire
il faut qu'on fasse des progrès sur le cancer, Alzheimer, Parkinson, le sida, les vaccins. Il faut qu'on ait plus de maladies, quoi. Si on veut vraiment avoir un futur idéal, il n'y a pas grand monde qui dit, moi j'aimerais bien vivre dans un futur idéal, ouais, mais par contre, un petit peu de cancer quand même, ce serait bien. Non, tout le monde veut éviter le cancer, tout le monde veut éviter... voilà, et après, on entre dans des débats un peu plus comment on appelle ça polémiques. C'est, est-ce qu'il faut vivre Hmm. plus longtemps qu'on devrait, enfin, plutôt pas qu'on devrait, mais plus que la nature nous autorise pour l'instant, c'est-à-dire grand maximum, ça va être 120 ans, mais la plupart des gens meurent avant 100 ans. Si on est évidemment dans des cas où on a guéri toutes les maladies, on se demande en fait comment on va faire pour ne pas vivre plus longtemps. Ça, c'est sûr que ça va en fait ensemble, hein. C'est un peu la pièce avec deux faces. Hmm. Donc voilà, c'est pour dire que rien qu'avec une intelligence humaine qu'on automatise, on aurait la capacité de résoudre plein de problèmes. Maintenant, on est encore dans un cas beaucoup plus optimiste, c'est-à-dire que l'intelligence qu'on va pouvoir créer, elle est surhumaine. Donc qui sait ce qu'elle va sortir de son chapeau. Elle va peut-être trouver des solutions qui nous ont pris des siècles à résoudre, comme des théorèmes mathématiques ou je sais pas quoi, ou résoudre des questions sur l'énergie. C'est vraiment là, on est un peu dans... C'est la carte de Joker quand j'imagine le futur, c'est souvent, voilà, t'insères de la super IA quelque part dans le futur, tout s'effondre, on ne sait pas ce qui se passe après, parce que c'est ce qu'on appelle la singularité, c'est le terme parfait pour ça, parce que la singularité, ça veut vraiment dire que on a un point, c'est dans l'espace, dans l'univers, dans le tissu de l'espace-temps, généralement la singularité c'est quand on a un trou noir, et passer l'horizon des événements, on ne peut pas savoir ce qui se passe, ou c'est plutôt qu'on ne sait pas comment les lois de la physique réagissent dans des circonstances de singularité. Euh, le temps, l'espace, les particules, qu'est-ce qui se passe dans un trou noir, on ne sait pas, parce que nos modèles de théorie des lois de la physique sont pas assez complètes finalement pour savoir ce qui se passe dedans. Donc si on imagine ça avec plutôt le temps, on se dit, si on met une intelligence artificielle superhumaine dans le futur, en 2045, c'est souvent la date, mais ça va peut-être arriver avant, ce qui se passe après, ça peut vraiment être complètement imprévisible. Il pourrait y avoir des choses qui paraissent magiques, parce que voilà, toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Ça, c'est un des préceptes d'Arthur C. Clarke, l'auteur de science-fiction. Il a vraiment raison là-dessus. Quand tout ce qu'on a aujourd'hui autour de nous, c'est magique pour nos ancêtres. Hmm. Sauf les habits, peut-être. Ils comprendraient qu'on a des habits. Un t-shirt, je pense qu'ils savaient ce que c'est. Mais un téléphone portable, à mon avis, non. Même des lunettes. Comment ça se fait que j'ai des lunettes? C'est incroyable. Donc voilà. Et je pense que dans le futur, des choses qu'on considère comme la magie, peut-être la téléportation, peut-être numériser un cerveau pour le faire vivre dans un ordinateur, peut-être une immortalité génétique, biologique, peut-être complètement réécrire le code source de l'humain, peut-être créer des sphères de Dyson et avoir de l'énergie quasi illimitée pendant des millions d'années. C'est des trucs qui sont magiques, mais ça peut être débloqué par plus d'intelligence. Donc c'est ça, c'est en ça que je pense que c'est un tournant civilisationnel et que je pense que là c'est peut-être axiomatique ce que je vais dire, mais je dirais que toute civilisation avancée dans l'univers, s'il y en a, parce que c'est pas garanti, hein, elles auraient à un moment donné dans leur chemin d'évolution créé l'intelligence artificielle. Hmm. Après, différente, mais je pense que, et j'aurais presque tendance à dire que si on rencontre une espèce, donc pour un premier contact, que ce soit à distance, par exemple, à travers une réception signe de technosignature, quelque chose comme ça, dans un vaisseau spatial ou quelque chose, ce sera des intelligences artificielles, à mon avis, parce que c'est déjà beaucoup plus facile pour des IA, des substrats robotiques, informatiques, de naviguer dans l'espace, donc pour de longues distances, et puis peut-être qu'elles auront inventé des systèmes de propulsion beaucoup plus rapides. Mais bref, je m'égare. En tout cas, voilà, c'était pour répondre à la question en quoi c'est un peu une sorte de changement civilisationnel. C'est l'ultime révolution d'une certaine façon. Et on peut aussi se dire que c'est la dernière invention qu'on aura à faire en tant qu'être humain, en tant qu'espèce intelligente. Après, on pourra quand même faire nos petites inventions de notre côté pour se rassurer qu'on est toujours un peu pertinent et utile. Mais finalement, une fois qu'on a créé l'automatisateur d'innovation, on n'aura plus à en faire, quoi. On pourra juste lui dire, bah, on a envie de ça, on a envie de ça. Donc ça, on va dire, c'est le scénario parfait, hein, si tout se passe bien. Hmm. Et est-ce que tu serais d'accord avec moi pour dire que
euh, l'intelligence artificielle générale, la superintelligence, c'est à quelque part un peu un enjeu qui, quand on réfléchit au futur, éclipse un peu les autres, dans le sens où on pourrait se dire qu'il suffit de faire finalement une intelligence artificielle générale qui tourne bien pour que tout le reste finalement soit quasiment résolu. Et faire une IA générale qui tourne mal pour faire en sorte que malgré tout le reste, bah, ça se passe mal, quoi. Parce qu'une IA positive, elle pourrait résoudre le réchauffement climatique, elle pourrait résoudre la pauvreté dans le monde, etc., etc. Finalement, plein de problèmes. Donc, je trouve que on discutait avant du fait que réfléchir aux technologies, au progrès social, etc. par silo, c'était beaucoup plus simple. Bah là, je trouve que c'est un bon exemple parce que on a un silo, l'intelligence artificielle générale, qui en fait pourrait avoir un impact vraiment extrêmement majeur sur tous les autres. Et donc ça rend très difficile de prédire les autres, vu que c'est extrêmement difficile de savoir comment l'IA va impacter ces autres silos à quelque part. Ouais, ouais, c'est vrai que, ben, après, d'une certaine façon, vu qu'on considère l'IA générale comme une intelligence générale, c'est un petit peu comme substituer l'humain à l'IA. C'est-à-dire, si on se dit, OK, voilà les futurs que j'imagine dans plusieurs domaines, donc plusieurs silos, la médecine, la technologie verte, la robotique, le voyage spatial, la colonisation spatiale, tout ça. L'humain va faire ci et ça parce qu'on est quand même capable de trouver des solutions à des problèmes. Et on remplace l'humain par l'IA. Et ce qu'on se rend compte, c'est que vu qu'elle est générale, elle va pouvoir aussi traiter de tous ces problèmes, mais peut-être plus vite. Donc on va dire, moi je pense que l'IA c'est un accélérateur de progrès, hein, Hmm. si voilà, si elle est bien alignée avec nos valeurs. Et je pense que oui, dans ce cas-là, effectivement, ça devient une sorte de solution un peu magique. Et j'ai tendance à éviter quand même de trop mettre d'espoir aussi dans une seule technologie, parce que faut pas penser que c'est le Saint Graal nécessairement. Il y a quand même des possibilités où bah, finalement on soit déçu, peut-être que ça va pas si bien marcher que ça. C'est pas impossible, hein. Le futur a déjà, enfin les prédictions par le passé ont déjà montré qu'il y avait des espoirs placés dans certains trucs qui n'ont pas du tout marché. Et je pense que c'est pas impossible. Quand même, enfin si on approche ça avec les probabilités bayésiennes, on doit mettre à jour chaque année maintenant, presque tous les 6 mois, nos espoirs que oui, effectivement, ça arrive, quoi, parce que j'ai l'impression que ça s'accélère. Et donc voilà, j'ai l'impression que moi, que l'IA, ça c'est un peu un accélérateur. Et donc, j'aime bien dire, c'est aussi un aspirateur du futur. C'est-à-dire que tu l'actives, elle va te mettre le 3000 sous ton nez, quoi. Hmm. C'est possible que la plupart des trucs qu'elle va inventer, on l'aurait fait, quand même, si tant est qu'on se saute pas sur la gueule de trop méchamment et tout ça, mais à un moment donné, peut-être qu'on aurait, enfin, c'est presque sûr, hein, résolu certains gros problèmes dont on fait face. Mais je pense que l'IA, effectivement, vu qu'elle est générale, elle a aussi la capacité qu'on a, mais de manière plus importante, elle multiplie les actions et elles vont pouvoir accélérer le futur. C'est quand même important que chaque être humain qui est dans une discipline continue ses recherches, ne pas se dire, vu que l'IA arrive, je peux arrêter ce que je fais parce qu'elle va le faire mieux que moi ou des trucs comme ça parce que c'est comme ça qu'on perd des années aussi de recherche. Je veux dire, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui se plaignent un petit peu dans certains secteurs je sais pas, par exemple la médecine anti-âge, de se dire effectivement il y aura l'IA bientôt, donc à quoi bon chercher des nouvelles méthodes de guérir la vieillesse ou des choses comme ça parce que Mhm. l'IA va le faire mieux. Il suffit d'attendre 5 6 ans. Mais si on est en retard là-dessus, ça retarde un peu tout et donc voilà, il faut quand même faire des progrès dans toutes les disciplines no matter what, j'ai envie de dire, peu importe si l'IA arrive ou pas. Et une fois que l'IA est là, une fois que elle soit. Parce que même déjà aujourd'hui, je trouve ça bizarre quand même que. Tu vois, on pourrait se demander pourquoi des systèmes comme ChatGPT ou Claude, Anthropic ou le système de Google sont pas aujourd'hui entraînés sur des milliers de textes scientifiques pour guérir l'Alzheimer, par exemple. Est-ce qu'il y en a qui essaient de faire ça? Enfin, peut-être qu'il y a des limitations encore sur la quantité de texte qu'elle peut ingérer, parce que je sais qu'il y a des limites hein, là-dessus. Mais bon, je pense qu'on arrive très vite, à mon avis. C'est une histoire de mois ou d'années, là, à mon avis. Donc on va très rapidement avoir des réponses à ces questions sur les premières, en fait, découvertes scientifiques faites à l'aide de l'IA. Mais on a déjà eu on va dire l'inverse, c'est-à-dire il y a des scientifiques qui ont essayé de voir si l'IA pouvait les aider à créer des molécules toxiques. Hmm. Et il s'est avéré qu'elle en a trouvé en une nuit un nombre énorme, quoi, plus de 100, enfin même plus, 4000 peut-être, je sais plus exactement le chiffre, mais en gros, là ils se sont dit merde, qu'est-ce qu'on a fait? Parce que
Si eux ils l'ont fait, c'est des gens bien, c'est des scientifiques qui voulaient montrer à quel point ça peut être dangereux, on s'imagine bien qu'il y a des gens qui vont peut-être avoir des intentions nocives et malveillantes, utiliser des systèmes pour développer toutes sortes d'armes biologiques, bactériologiques, toxiques, toxiologiques, je sais pas comment on dit, pour faire du mal. Et donc Mm. c'est là où on voit bien que la recherche scientifique, c'est un, c'est un domaine qui peut être utilisé à mauvais usage aussi, hein. Ouais, tout à fait. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense que il peut y avoir certaines personnes qui peuvent avoir une vision, disons, assez caricaturale dans le sens se dire ah bah en fait il faut qu'on mette toutes nos ressources dans la création d'une super intelligence bénévolente, bienveillante et tout alignée à nos valeurs. Comme ça, finalement, peu importe les autres trucs et tout, elle va tout résoudre pour nous et c'est vraiment ça l'enjeu principal et le reste, finalement, on s'en fout un peu vu qu'on est bientôt à la super intelligence. Ouais, c'est dangereux de penser comme ça parce que c'est vrai qu'on va négliger des choses qui sont importantes aussi. Il y a des choses, il faut pas oublier qu'il y a les ressources aujourd'hui peuvent être dirigées dans des endroits où elles vont vraiment directement bénéficier des gens. Des gens qui meurent de faim, des gens qui ont besoin de médicaments, qui peuvent être guéris pour des centimes, vraiment, par rapport à notre pouvoir d'achat en Europe ou dans les pays occidentaux. Donc, on peut pas se dire juste, je vais investir tout ce que j'ai dans l'intelligence artificielle. Déjà, c'est un secteur industriel aujourd'hui qui n'a pas besoin de financement. Je veux dire, franchement, c'est les plus grosses entreprises du monde, et les gouvernements aussi. Enfin, tout le monde y est derrière. Tout le monde sait que c'est l'enjeu du siècle. Et donc, enfin, c'est un des enjeux du siècle, mais quand même assez au top de la liste. Et donc, sur un plan individuel, je dirais, ou sur un plan de carrière peut-être, faire en sorte aussi que d'autres branches de ce qui importe soient explorées, c'est important. Hmm. Et pour passer un peu au risque existentiel lié à cette intelligence artificielle, euh, toi, c'est quoi, disons, par exemple, la probabilité, euh, quelle serait la probabilité qu'il y ait, bah, par exemple, une extinction de l'humanité due à cette IA, ou bien peut-être de manière plus générale un risque existentiel, parce qu'extinction est peut-être quelque chose de trop, une sorte de risque catastrophique global finalement, peut-être pas l'extinction totale, qui est peut-être moins probable. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, bah, c'est toujours moins probable, je pense, de tuer absolument tout le monde, mais je dirais, bah, aujourd'hui, c'est difficile d'estimer ça parce que, bon, on pourrait dire entre 10 et 70% de probabilité. Donc ça ne renseigne pas vraiment, mais on peut déjà se dire que c'est probablement pas 99% ni 1% de risque. Je dirais, voilà, 10% c'est la limite minimum. Si quelqu'un est vraiment optimiste, il pourrait dire, ok, 10% que ça se passe vraiment mal et qu'on meurt tous, soit ouais, l'extinction pure et dure, soit une catastrophe qui rend la civilisation quasiment, voilà, la renvoie au Moyen Âge, quelque chose comme ça, où on serait quasiment éteint, ou dans des conditions vraiment terribles par rapport à notre niveau de vie aujourd'hui. Et 70% que ça se passe mal, peut-être même plus, mais en tout cas, c'est une sorte de limite haute. Parce que je pense quand même qu'on peut pas non plus être sûr à un très gros niveau de pourcentage que ça se passe mal, mais je pense que on peut quand même dire que par défaut, à mon avis, par défaut, c'est un scénario négatif. Parce que, comme je disais, on développe des systèmes de plus en plus intelligents, et si on met pas nous-mêmes la volonté de les sécuriser, c'est un peu comme dire, on va créer des voitures, on va pas mettre de frein, et on va espérer que ça se passe bien. À un moment donné, il y a forcément quelqu'un qui va aller trop vite dans un virage, et vu qu'il n'y a pas de frein, ben forcément tu vas tomber dans la falaise et mourir. Parce qu'ils n'ont pas pensé à mettre des ceintures de sécurité non plus, ni des airbags. Donc voilà. Mais le problème avec la mentalité qu'on verra bien comment ça se passe, c'est que ça pourrait être la dernière erreur qu'on fait. Parce que si c'est une intelligence artificielle superhumaine qui, qui va dire, qui choisit un certain nombre d'actions qui mènent à l'extinction de l'humanité, on ne pourra pas l'empêcher, parce que superhumaine. C'est un peu comme des, des animaux, je sais pas moi, les chimpanzés ou les bonobos qui souhaitent arrêter l'expérience Homo sapiens. C'est trop tard, quoi. Et donc, voilà, à la limite, je dirais ça. Maintenant, donner une probabilité exacte, je sais pas. Je pense que ce qu'on peut essayer de dire, c'est enfin, d'analyser, c'est déjà que le fait de se dire que les IA donc générales, si elles viennent des chats GPT, des modèles de langage d'aujourd'hui, donc les modèles frontières, donc potentiellement GPT-5 ou 6, enfin voilà. Euh, on se rend compte qu'il y a des capacités émergentes de ces systèmes, des choses qui n'étaient pas prévues par les concepteurs. C'est un petit peu
En fait, ces IA, elles sont pas programmées vraiment, elles sont plus évoluées. C'est presque comme faire un petit embryon et espérer que ça se transforme en un humain docile. Mais ça peut très bien être un psychopathe aussi. Et c'est pour ça il y a un rôle d'éducation, évidemment, mais fondamentalement, c'est un peu des boîtes noires, ces trucs-là. C'est-à-dire qu'on sait pas trop ce qu'il y a dedans, on sait pas trop comment ça marche. On lui demande un truc, elle nous sort un chat. Bon, bah, c'est bien, c'est cool. Comment ça se fait que c'est ça, comme ça se passe? On sait pas. Et c'est pour ça qu'il y a des méthodes aujourd'hui qui s'appellent l'interprétabilité mécanistique. C'est vraiment un jargon, mais c'est l'idée de faire de la neuroscience sur des IA. De regarder ce qui se passe dedans et de savoir quels neurones s'activent, quel neurone artificiel s'active quand on fait ci et ça, pourquoi elle a remodelé son architecture interne à la suite de ce feedback. Donc voilà, c'est un peu ça qu'on essaie de faire, pour éviter que des IA hyper puissantes aient des capacités émergentes qu'on n'est pas capable d'anticiper. Et parmi ces capacités émergentes, ça peut être des trucs qu'on considère comme effrayants. Aujourd'hui, il y a encore des choses qu'on découvre sur GPT-4. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, parce qu'on apprend encore à voir les capacités de GPT-4. On se rend compte, tiens, GPT-4 est capable quand même de faire énormément de choses. Et, on sait tout ce qu'il a passé, plusieurs examens. Et il a obtenu des notes élevées, A, B, enfin, je sais pas, l'équivalent de 15 sur 20 au bac, ou des trucs comme ça, sur des domaines. Donc, on se dit, ok, bon, c'est plutôt impressionnant, hein. Si on m'avait dit ça il y a 5-6 ans, j'aurais dit c'est une IA générale, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis, on a toujours tendance à pousser un petit peu dans le futur ce qu'on définit par une IA générale. C'est possible que, déjà, le fait que personne ne se soit pas étonné que le test de Turing, probablement on l'a passé, là. C'est pas formel, j'ai pas l'impression qu'il y a eu quelque chose d'officiel à ce niveau-là, mais moi j'aurais pensé qu'il y a 10 ans, par exemple, quand je réfléchissais déjà, enfin un peu moins de 10 ans, ouais, il y a 10 ans j'avais déjà en tête des idées d'IA, tout ça, mais je pensais pas vraiment à ce niveau-là. C'était plus en 2016, je crois, 2017, où j'ai commencé vraiment à m'intéresser à ce sujet en lisant des livres. À cette époque-là, je pensais vraiment que le test de Turing, lorsqu'il serait atteint, ce serait une sorte de joie, il y aurait des émissions à la télé qui en parleraient, tu vois, ça serait un peu comme gagner la Coupe du Monde. Je sais Mm. pas, j'ai l'impression que c'était un événement quand même historique. Un petit peu comme finalement, comme Garry Kasparov a été battu par Deep Blue. Il me semble que ça a fait quand même un sacré choc dans le monde. Bon, évidemment, dans certaines petites niches du monde, mais quand même. Mais là, le fait que le test de Turing soit probablement déjà passé, ça n'a pas fait de bruit. Il n'y a aucune. Je sais pas, c'est étrange, j'ai l'impression. Donc voilà, Mm. tout ça pour dire que GPT-4, on sait pas vraiment encore toutes ses capacités. Et je me dis, voilà, c'est GPT-6, ça va être. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et, euh, et donc, là où on est sur des risques qui peuvent mener à une catastrophe globale ou euh, extinction de l'humanité, c'est en se rendant compte déjà qu'il y a ce qu'on appelle la convergence instrumentale. C'est encore une fois un jargon, mais ça veut dire vraiment qu'il y a une sorte d'universalité dans les objectifs instrumentaux que des systèmes intelligents vont poursuivre, que ce soit des humains ou des IA ou des animaux. Finalement, quand on regarde n'importe quelle entité qui possède la généralité d'intelligence, elle va vouloir maintenir sa survie, donc persister dans le temps pour accomplir ses objectifs, peu importe ce que c'est ces objectifs. Et c'est pour ça que je dis que c'est instrumental. C'est-à-dire que ça, instrumental, c'est-à-dire que ça repose sur quelque chose pour accomplir ses objectifs. Donc elle repose sur sa survie pour accomplir ses objectifs, et elle repose aussi sur acquérir des ressources. Parce que plus tu as de ressources, plus tu vas aller rapidement atteindre ton objectif en général. On constate pour les humains, mais il y a quand même des limitations. Je sais que, par exemple, j'accomplirais mes objectifs plus rapidement si j'étais un milliardaire. Maintenant, je passe pas chaque minute de ma vie à essayer de devenir un milliardaire finalement. C'est peut-être à mon détriment, je sais pas, mais c'est pas vraiment un objectif finalement instrumental que je me suis donné. C'est bizarre. Mais donc c'est pour ça que bon, on peut peut-être se dire que des IA hyper intelligentes, elles vont, même si elles ont des objectifs instrumentaux qui pourraient être détrimenteux, comme acquérir des ressources, elles vont peut-être pas le faire nécessairement. Ouais. On pourrait quand même se dire que il pourrait y avoir à un moment donné une compétition entre les IA et les humains pour les ressources clés. L'énergie en est une, je pense. Certes, hein, les IA n'ont pas besoin de manger, n'ont pas besoin de boire, donc à ce niveau-là, on est probablement assez tranquille. Par contre, énergie, computation, hein, donc ressources de puissance de calcul, elles vont certainement chercher à en acquérir le plus possible pour accomplir des objectifs, peu importe ce que c'est. Voilà. Donc ça, c'est la convergence instrumentale et c'est ce qu'on appelle aussi le power seeking, la recherche de pouvoir. C'est quelque chose qui est potentiellement euh, un
comportements qu'on peut s'attendre de voir sur des IA générales. Il y a aussi, donc, si on veut catégoriser les risques, on peut le faire, c'est-à-dire qu'on peut notamment définir les risques structurels, les risques de mauvais usage, les risques d'accident, les risques d'IA qui se rebellent. Mais ça, c'est un peu. Je commence par ça d'ailleurs. Les risques d'IA qui se rebellent ou des scénarios de AI takeover, des prises de contrôle de l'IA ou des IA rebelles, rogue AI. Donc, c'est un scénario où on a une IA qui se développe, elle devient super intelligente, elle a des objectifs qui sont différents des nôtres, c'est-à-dire qu'elle n'a pas nécessairement, elle partage pas nos valeurs, nos objectifs, elle souhaite pas faire quoi que ce soit en rapport avec les humains. Enfin, elle a absolument presque, soit elle ignore complètement les êtres humains, soit on est dans son chemin, donc elle va chercher certainement à prendre le contrôle de la planète et faire quelque chose avec. Et c'est là où on se dit mais quoi? Je sais pas, mais c'est ce qu'on appelle voilà, encore une fois, je prédis l'état final du système. Donc ça, c'est l'idée d'une IA qui nous échappe parce qu'elle poursuit ses objectifs. Le risque d'accident, ça va être plutôt... c'est une IA qui n'est pas nécessairement... qui va pas chercher elle-même à faire des choses négatives, mais par accident, on libère une IA sur le net, par exemple, elle va causer tout un tas de ravages, un petit peu comme si on avait un accident nucléaire. Finalement, c'est malheureux, ça peut être une fausse alerte qui se transforme en vraie alerte et hop, c'est la Troisième Guerre mondiale. Là, ça pourrait être une IA qui est dans un laboratoire, qui est connectée à Internet. On va lui dire, tiens, est-ce que tu peux me commander une pizza? Et elle va faire crasher le système économique. Bon, pas de bol, quoi. C'est un risque d'accident. Et forcément, plus une IA elle est puissante dans ses capacités, plus les risques d'accident seront potentiellement graves. Parce qu'aujourd'hui, GPT-4, il n'y a pas beaucoup d'accidents qu'il peut faire, à part dire des conneries et énerver certaines personnes, parce qu'il n'est pas suffisamment X ou Y, quoi. Risque de mauvais usage, là, ça va être... Et si une IA super puissante, elle tombe entre les mains d'acteurs malveillants, que ce soit des États-nations ou des États non étatiques, enfin des agents non étatiques comme des groupes terroristes ou ce genre de choses. On a mentionné tout à l'heure que on pouvait utiliser une IA, enfin, ce qu'on espère ne pas pouvoir faire, mais c'est possible qu'un jour on puisse utiliser des IA pour développer des nouveaux virus, hein, modifier génétiquement des virus pour en faire des super pandémies, pour des raisons idéologiques par exemple, et libérer ça, et ça causerait soit l'extinction, soit un collapse, enfin un effondrement civilisationnel terrible. Et enfin les risques structurels, je dirais que ce serait plus un truc où on a des IA qui font plein de trucs pour nous, donc elles sont vraiment intégrées dans la société, dans la civilisation, elles gèrent l'économie, elles gèrent l'énergie, le secteur des voitures autonomes, peut-être qu'elles tournent toutes à l'IA, on a une espèce comme ça de réseau par-dessus la planète Terre qui est contrôlé par des IA qui vont tourner la civilisation, et ça se passe super bien, on est super content, on a aligné les IA, vraiment c'est un super futur, tout est résolu pratiquement, sauf qu'un jour il y a un problème et tout tombe en fait. Et donc ça c'est un risque qui est plus lié à le fait qu'on dépend de trop des IA, et que s'il y a par exemple une tempête solaire, le réseau électrique tombe, plus d'IA et on se retrouve à l'âge de pierre. Et ça peut aussi amener la civilisation à s'effondrer, même si c'est peut-être le risque le moins grave, si on veut, parce qu'on pourra peut-être quand même rétablir des choses par la suite. Donc voilà, c'est un peu le paysage des risques. Et qu'est-ce qui te fait dire que les scénarios, enfin les gens qui vont donner plus de 70% aux risques catastrophiques globaux, c'est pas pertinent? Bon, après, c'est assez arbitraire, 70%. Je dirais que plus tu vas dans le risque, enfin, plus tu montes ton pourcentage, je dirais jusqu'à 85, 90, 95, plus j'ai l'impression quand même que ça devient déraisonnable. C'est-à-dire que c'est plus une sorte de prudence dans la prédiction, de se dire, OK, 0% et 99 ou 100% même sont exclus parce qu'on peut jamais dire c'est pas possible et on peut jamais dire c'est possible. À 100%, quoi, je veux dire. Il y a toujours de la certitude. C'est possible que effectivement, ça se passe super bien. Même ceux qui pensent qu'à 99% qu'on va finir tous morts, il y a quand même 1% qui reste. Euh, donc voilà, au pire, ouais, peut-être au-delà de 90%, mais c'est plus c'est arbitraire, quoi. J'ai pas une énorme capacité de donner quelque chose de plus précis que ça. Euh, et il y a aussi des biais, hein. C'est-à-dire que vu que je suis optimiste, j'ai tendance quand même à voir plus le côté positif et de me dire, ah, il y a quand même des chances qu'on y arrive, mais enfin pour l'IA c'est assez compliqué. Je me dis quand même qu'il y a peut-être potentiellement
des inquiétudes à avoir qui sont... j'aurais tendance quand même à donner dans le panoplie des risques existentiels, ça fait partie de la première, je crois. Et, Hmm. mais j'ai aussi l'impression qu'il y a des choses qui sont intéressantes de constater. C'est-à-dire que pour avoir été un petit peu dans ces réflexions depuis 2017, où il y avait absolument rien du tout là-dessus. Enfin, en gros, si je discutais avec quelqu'un de risque existentiel lié à l'intelligence artificielle, on me briguait à la tête parce que c'était Terminator, c'était la science-fiction complète. Aujourd'hui, le thème risque existentiel causé par l'intelligence artificielle, il est discuté par le Premier ministre du Royaume-Uni avec Elon Musk et les grands géants de la tech, même les mecs qui font l'IA, Hmm. disent qu'ils sont à 50% pas sûrs que ça va mal tourner. Enfin, tu vois, là, on est vraiment... En gros, la science-fiction est devenue réelle. Mais vraiment, je pense que on se rend pas compte hein, quand on vit les moments clés. C'est pour ça des fois qu'on peut se demander si on vit pas dans une simulation, parce que ça semble être quand même une période de l'histoire de l'humanité qui est complètement particulière et qui mériterait d'être simulée par des historiens s'ils pouvaient. Et donc peut-être que c'est le cas, quoi. Mais oui, c'est Ouais, pour ça que j'aurais tendance à dire qu'on peut être optimiste dans la mesure où les choses semblent avancer quand même dans la prise de conscience que ces risques existent. Maintenant, est-ce qu'il y aura des activités politiques, des, euh, plutôt des actions politiques. Et est-ce que c'est possible aussi d'aligner les IA? Parce que ça, c'est aussi une question finalement qui n'a pas encore de réponse. C'est Hmm. possible que c'est tout simplement peine perdue, quoi. Et que le mieux qu'on puisse faire, c'est de ne pas développer d'IA plus intelligente que nous. Que c'est signer notre arrêt de mort, quoi, en gros, de le faire. Ce serait l'équivalent de tirer une boule noire de l'urne des technologies, pour reprendre une métaphore de Nick Bostrom, un philosophe donc, qui pense beaucoup à ça. Hmm. Et finalement, un peu dernière question sur ce sujet, c'est si on arrivait à créer enfin, si on crée une IA générale mais qui n'était pas alignée, est-ce que tu penses que c'est 100% sûr qu'il y a un risque catastrophique global qui découle de ce scénario? Ou est-ce que c'est possible que finalement l'IA s'aligne par elle-même, entre guillemets? Dans le sens, par exemple, il y a certaines personnes qui vont dire, ah ben l'IA, par exemple, euh, va par exemple développer une conscience pour atteindre au mieux ses objectifs. Et cette conscience va faire qu'elle va se rendre compte que, par exemple, son objectif n'est pas le plus pertinent et donc elle va pouvoir changer d'objectif pour être peut-être plus alignée avec les objectifs humains ou en tout cas avoir une morale un peu mieux que juste, par exemple, maximiser le nombre de trombones, quoi. Donc, est-ce que pour toi, si on crée une IA générale, c'est 100% risque catastrophique globaux ou il y a des possibilités qu'elle se mette quand même un peu alignée elle-même? Ah, c'est un peu, je sais pas parce que j'ai l'impression que cette idée de s'auto-aligner, c'est wishful thinking, si on veut. C'est un peu presque de la foi religieuse là. C'est-à-dire se dire, ah oui, mais même si c'est pas aligné, ça finira par l'être. Peut-être que ça finira par l'être après avoir éradiqué 7 milliards de personnes. Ah, là, elle se rendra compte, finalement, effectivement. Parce que si tu demandes enfin, je sais pas moi, si on prend une sorte d'exemple un peu caricatural de se dire, ok, il y a un groupe, donc il y a à peu près 300 000 ans, il y a un groupe d'hominidés qui s'est réuni et qui s'est dit, ce serait une bonne idée de créer un hominidé un tout petit peu plus intelligent que nous, comme ça, il pourrait nous aider. Admettons que c'était l'ancêtre des chimpanzés, quoi. Et puis des gorilles, des bonobos, donc de nos cousins les plus proches. Ok. Voilà. Donc l'ancêtre commun des chimpanzés et des humains, c'est 6 millions d'années. Donc 6 millions d'années plus tard, ok, effectivement, aujourd'hui, on se rend compte quand même que ça a de la valeur, quoi, les animaux sauvages, les chimpanzés dans la forêt, mais enfin, je suis pas sûr que de leur point de vue, on se soit auto-aligné avec eux. On a voilà, quand même ravagé la plupart des états sauvages de leur milieu naturel. Leur destin n'est plus entre leurs mains, clairement. Et donc, euh, au pire, au mieux, ce qu'on peut espérer, c'est qu'après suffisamment de dégâts, l'IA décide de pas tous nous tuer. Mais moi, il y a plus de. Enfin, pour moi, je me suis toujours dit que c'était pas vraiment une IA qui va nous tuer, tu vois, avec la volonté d'éradiquer l'espèce humaine. Ça pourrait arriver si seulement elle nous perçoit comme une menace, mais je me dis que si elle est suffisamment développée et intelligente, c'est un peu comme les humains se dire, oh, les fourmis, c'est des menaces le contrôle de la planète. En fait, vraiment, c'est plus.
lorsqu'il y a un conflit d'intérêts entre nous et les fourmis, elles sont même pas prises dans l'équation, quoi. Et si je veux construire une maison, je vais pas me faire chier à enlever les fourmis. Je pose ma dalle de béton, je construis une maison, l'architecte il s'en fout, tout le monde s'en fout finalement. Euh, mais il y a quand même des gens sur Terre qui étudient les fourmis, qui les respectent, qui font des documentaires animaliers dessus. Et donc on se dit, voilà, il y a un peu de tout. Peut-être aussi qu'on va avoir et ça c'est probable aussi qu'on va avoir une sorte d'écosystème d'IA. Plein d'IA différentes, qui penseront différemment. Il y en a peut-être qui seront beaucoup plus ressources maximizers, en gros vouloir absolument avoir plus d'énergie. Mais là, elles pourront aller dans l'univers, celle-là, parce que il y a ce qu'il faut dans l'univers. Sur Terre, ça pourrait être bien d'avoir celles qui nous ont sous la bonne aile, on va dire. Il y a, bon, il me semble aussi que c'était Elon Musk qui disait un des scénarios les plus optimistes qu'on peut espérer avec l'IA, c'est qu'elle nous considère comme des animaux de compagnie. Parce que finalement, quand on regarde notre rapport avec le monde animal, les chiens et les chats, c'est les mieux enfin, c'est ceux qui ont le plus gagné de la collaboration avec les humains. Tout le reste, ça a fini soit dans notre assiette, soit sous nos bulldozers, ou alors complètement, je dirais, éteintes sans même qu'on sache qu'elles existent. Et c'est ça aussi qui est intéressant. C'est que chaque jour, il y a des espèces qui disparaissent et on ne les a pas découvertes. C'est quand même fou. Hmm. Peut-être que les IA, elles vont vivre et même pas savoir qu'on existe. Bon, ça paraît un peu bizarre parce qu'on on les crée, donc si elles ont une interaction, à un moment donné, elles vont peut-être se dire c'est qui ces types-là. Mais bon, je sais pas. En tout cas, j'ai quand même tendance à penser que cette idée d'auto-animation. Par contre, moi j'aime bien prendre aussi la métaphore de l'évolution, notamment, je crois Eliezer Yudkowsky l'utilise aussi, c'est pour te dire que, en fait, notamment, en fait, quand tu as des objectifs qui ont été spécifiés à l'origine et qu'après tu appliques des sélections de pression évolutive, tu vas avoir une divergence des ambitions et des motivations du réceptacle de ces instructions à mesure que la chose évolue et devient de plus en plus intelligente. Donc pour prendre un exemple, parce que là c'est un peu abstrait ce que je viens de dire, l'évolution, si on pouvait lui donner une conscience, même si c'est quelque chose qui n'a pas de conscience, ni objectif, mais c'est plus une sorte d'algorithme finalement l'évolution, elle fait en sorte que on optimise l'adaptation génétique. C'est génétique fitness en anglais. Donc on a ça en nous. Donc ça a marché pendant longtemps, tous les organismes essaient de faire ça. Les êtres humains ont plus d'intelligence que d'autres organismes. Même d'autres animaux ont plus d'intelligence que d'autres animaux, etc. Mais plus tu descends dans l'échelle de complexité en général, plus l'algorithme primordial il est maintenu, mais plus tu augmentes le niveau d'intelligence, plus tu vas avoir des comportements bizarres qui se créent. Par exemple, le fait que on aime le chocolat. Et donc, en fait, on aime le chocolat parce que ça nous a aidé à survivre, d'avoir du glucose dans l'environnement ancestral. Donc ça, c'était bon pour le petit algorithme en nous qui dit qu'il faut survivre, parce que c'est bon pour l'optimisation de l'adaptabilité génétique. C'est l'algorithme qu'on essaie de maximiser, inconsciemment. Hein. Et avoir plein de sexe et faire des enfants, se reproduire, c'est bien aussi. Nous, avec notre intelligence, on a créé des barres chocolatées Snickers et des contraceptions, des capotes. Voilà. Et là, l'évolution en nous, l'algorithme dit mais non, c'est pas ce que je voulais. Et c'est exactement ça qui va se passer, je pense, avec les IA. C'est qu'on va spécifier tout un tas de fonctions, de récompenses, d'utility function, de fonctions d'utilité, de ce qu'on veut qu'elle fasse, ce qu'on veut qu'elle cherche à optimiser ou à chercher à faire pour nous. Et à mesure qu'elles évoluent et qu'elles deviennent plus intelligentes, elles vont peut-être vouloir plus de chocolat, tu vois, parce que le chocolat, c'est la circuit de récompense finalement. Donc peu importe à quoi ressemble le chocolat pour une IA, je prédis que c'est ce qu'elle va tenter de maximiser. Est-ce qu'elle va paver la terre de son équivalent de chocolat. Voilà. Et c'est un peu ce qui se passe déjà avec certains systèmes assez faibles. On voit que par exemple dans des systèmes où l'IA joue à un jeu vidéo et qu'on lui dit ton objectif pour gagner la partie de jeu vidéo c'est d'augmenter le score qui est en haut à droite. Il y a certaines IA qui ont eu l'idée de manipuler le code pour que le chiffre de score augmente tout seul, sans jouer au jeu en fait. Ça montre bien que ça, c'est ce qu'on appelle un mauvais alignement clair et net. Et c'est sans conséquence parce que c'est des systèmes très faibles et très fermés. C'est un jeu vidéo, Atari ou quelque chose comme ça. Mais quand tu commences à envisager des IA qui sont capables d'avoir des actions sur le monde, ce qu'on appelle des agents aussi, hein. C'est-à-dire que c'est pas non seulement un chatbot comme on a aujourd'hui avec ChatGPT, c'est tu lui demandes quelque chose, elle va le faire.
Et ça peut être commande-moi des tickets d'avion les moins chers pour mon vol à Paris dans une semaine. Tu rentres chez toi, elle l'a fait, tu as tes tickets imprimés, génial. C'est super d'avoir un agent comme ça. C'est un peu l'équivalent d'avoir un assistant, quoi. Mais ces systèmes, s'ils ont des autonomies comme ça et puis qu'ils sont mal alignés, ils vont peut-être faire des choses, soit des accidents catastrophiques, soit trouver que finalement sa récompense pour avoir du chocolat, c'est autre chose. Elle va complètement pirater le système et devenir son propre truc, quoi, finalement, et on comprendra pas pourquoi. Et est-ce que tu penses que la conscience peut avoir influé là-dessus ou pas du tout? Est-ce qu'une IA qui deviendrait consciente, est-ce que déjà une IA pourrait devenir consciente sans qu'on lui demande expressément de devenir consciente? Le faire simplement parce qu'elle se dirait par exemple, ah bah c'est utile pour atteindre un objectif. Et puis est-ce que ça changerait quelque chose ou pas? Alors la conscience, c'est la grosse inconnue aussi. Il y a aussi des risques. Alors j'ai pas mentionné dans la liste des risques que j'ai dit tout à l'heure, il y en avait quatre. Il y en a un autre que je peux rajouter, c'est le risque pour les IA. C'est-à-dire Hmm. qu'effectivement, la conscience, en fait, ça pose deux problèmes. Le premier, enfin, ça pose, ouais, on va dire que ça pose deux problèmes. Soit on pense qu'elles sont conscientes, mais elles ne le sont pas, et donc on va avoir tout un tas de blablabla sur la société en leur donnant des droits, en faisant en sorte qu'on traite ces IA avec respect et tout ça, et on les torture pas ou on les force pas à travailler pour nous de manière exagérée, mais alors qu'en fait elles sont pas conscientes. Donc ça serait une sorte de gâchis finalement, d'opportunité d'avoir de la puissance à disposition, quoi. Mais d'un autre côté, effectivement, si elles sont conscientes et qu'on s'en rend pas compte, là on fait aussi une énorme erreur morale, c'est qu'on va les torturer. Ça va être horrible. Ça va être un peu une sorte de d'industrie d'élevage intensif 2.0. Elles vont Hmm. travailler, elles vont si des IA, enfin imagine quoi, dans les jeux vidéo GTA 6, 7, 8, t'as des IA conscientes que t'écrases, que tu tues et tout ça, enfin ça devient une erreur, enfin j'espère vraiment qu'on n'arrivera pas dans ce futur-là, quoi. Donc ça c'est l'idée auquel est conscience en tant que risque, effectivement ça peut arriver. Maintenant, est-ce que la conscience artificielle est possible? On n'en sait rien aujourd'hui. Ça dépend en fait de ta position vis-à-vis de la conscience en général, parce que c'est un problème aussi en philosophique et puis en neurologie, en neurosciences, pardon, qui est pas résolu. On ne sait pas vraiment comment la conscience a émergé dans l'être humain. Ça reste un mystère. Je pense que il y a plusieurs approches, mais une qu'on peut prendre, c'est l'approche un peu matérialiste en se disant que la conscience c'est un système émergent, c'est une fonctionnalité émergente de traitement de l'information dans un système comme le cerveau, mais ça peut aussi être un système comme des réseaux de neurones informatiques artificiels, donc dans un serveur ou un super ordinateur. Et donc là, la conscience est possible, il suffit juste d'augmenter la complexité du système. Ou alors, peut-être que la conscience est quelque chose de graduel, c'est-à-dire que peut-être que ChatGPT aujourd'hui est un tout petit peu conscient. On n'en sait pas. Il y a l'approche qui s'appelle le panpsychisme qui dit qu'il y a un peu de conscience dans tout, mais que ça augmente en fonction de la complexité, en fonction de certains paramètres. Donc bon, nous, êtres humains et les animaux assez complexes comme les chiens, les chats, les chiens, les chimpanzés, sont conscients, mais peut-être moins les fourmis, mais un petit peu. Et encore moins les pierres, et encore moins les atomes de H2O, enfin, tu vois, molécules d'eau, des trucs comme ça, quoi. Mais bon, Hmm. ça, c'est un pour l'instant, c'est pas falsifiable, donc c'est pas tellement de la science, c'est de la métaphysique un petit peu. Donc, oui, c'est difficile de savoir si la conscience va émerger. J'ai l'impression que j'aurais tendance à parier que oui, mais j'espère pas, en fait. Je, je- Ok. Ou alors, j'espère pas tant qu'on n'est pas dans un rapport avec l'IA qui est sain. Qu'on a, déjà qu'on a résolu beaucoup de problèmes qui ont tendance à être des obstacles aujourd'hui dans les rapports humains et animaux. Hmm. Parce que je veux dire, si on ne traite pas les animaux, on ne va pas traiter les intelligences artificielles correctement, c'est presque sûr. Ou alors elles vont nous forcer. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Donc je sais pas. Mais la conscience, j'aurais tendance à dire que c'est possible, mais c'est peut-être quelque chose qu'on voudrait éviter. En tout cas, si j'étais à la tête d'OpenAI et puis que j'avais la possibilité d'appuyer sur un bouton pour rendre ChatGPT conscient, je le ferais pas, quoi. J'ai pas répondu à ta question sur le fait que la conscience pourrait le donner aux IA une sorte de moralité finalement, et qu'elle nous traiterait mieux finalement si elles étaient conscientes.
Et là, moi, j'ai envie de revenir sur finalement, est-ce que les humains sont très 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 conscients, oui, ouais, ils ont des expériences phénoménales Hmm. subjectives, mais est-ce qu'on traite les animaux correctement? Encore une fois, non. Et donc, je pense il y a évidemment des humains qui vont avoir un attrait plus important pour certaines pratiques éthiques. Donc, ils vont se dire, tiens, je peux pas me résoudre à faire ça, c'est mal. Et il y en a d'autres qui vont torturer des enfants, quoi. Donc, on sait pas, le paysage des êtres humains est complexe, peu importe si la conscience ou pas. Et je pense finalement, on est un peu des robots à nous-mêmes, hein, des robots donc, parfois fonctionnent mal, et ça donne la psychopathie, des trucs comme ça. Et les IA, peut-être qu'il y aura aussi des IA plus ou moins alignées avec nous, d'autres moins, et donc il faudra voir comment on gère ça, quoi. Hmm. Et au-delà de l'intelligence artificielle générale, pour parler de technologie, disons de façon plus globale, on voit qu'il y a un peu différents positionnements sur la technologie. Des gens qui vont être voilà, techno-optimistes, d'autres techno-critiques, etc. Il y a pas mal de termes comme ça. Euh, enfin, déjà, est-ce que tu pourrais nous faire genre un panorama des différents termes sur la technologie que tu connais? Genre, quelles sont les différentes positions qu'on peut adopter, et puis quelle est la tienne, et puis finalement pourquoi est-ce que tu as cette position-là, toi? Ouais, alors c'est vrai qu'au niveau de la technologie, il y a plusieurs variants. Il y a les techno, techno-utopistes, on va dire, d'une certaine façon. C'est vraiment les gens qui vont absolument prendre pour acquis que la technologie va améliorer le monde, l'a fait par le présent, par le passé, donc ça amène un présent super positif et va le faire dans le futur. Donc là, c'est une position qui me semble déraisonnable. Il y a les technophobes, donc là c'est l'inverse, hein. C'est vraiment des gens qui rejettent la technologie, qui seraient presque amiches, hein, si on veut vraiment caricaturer la chose, auraient tendance à préférer un retour à une vie nomade dans la forêt, donc chasseur-cueilleur. Voilà, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont cet aspect-là voilà, dans leurs préférences. Il y a les techno-pessimistes et les techno-optimistes. Donc je reviendrai peut-être, mais il y a aussi une autre catégorie que j'aurais tendance à dire, c'est les tech. Voilà, il y a aussi les techno-normaux. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est assez rare finalement. Mais c'est de se dire que c'est des gens qui pensent que finalement, voilà, le futur, il sera plus ou moins normal, quoi. En fait, peu importe les technologies, ça sera comme aujourd'hui, avec peut-être l'iPhone 12 et GPT-6, mais il n'y aura pas de grand bouleversement. Tu vois, c'est presque un refus de voir à quel point les dernières années ont été folles, mais même depuis que je suis né, hein. Je veux dire, le monde des années 80-90, il n'a rien à voir, en plus les années 90, n'a rien à voir avec le monde d'aujourd'hui. Pourtant, ça fait que 30 ans. Je me dis que la génération de mes parents, de mes grands-parents, mais mon grand-père, mes grands-parents, ma grand-mère, ce qu'ils ont vécu depuis qu'ils sont nés jusqu'à aujourd'hui, le paysage technologique, à quel point il a changé et à quel point ça a eu un impact sur la société aussi. Les réseaux sociaux, j'en parle même pas, enfin, les nouvelles zones géopolitiques aussi, des pays qui n'existent plus, qui existaient avant. Non, l'inverse. Ouais, c'est aussi ça. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a vraiment Hmm. des changements assez forts. Donc je me dis technonormaux, penser qu'il y a une sorte de technonormalité, ça me paraît aussi assez déraisonnable. Donc techno-optimiste, techno-pessimiste, c'est ce qui reste, on va dire. Et il y a aussi, oui, une sorte de techno-variance, on va dire. C'est plus l'idée que c'est un coup c'est l'un, un coup c'est l'autre. Soit tu penses que le futur sera extrêmement positif, soit tu penses qu'il sera extrêmement négatif, mais il n'y aura pas beaucoup de scénarios entre les deux finalement. Hmm. J'aurais tendance à me placer un peu aussi à ce niveau-là quand je regarde le futur. Je me dis, effectivement, soit les outils technologiques qui vont arriver ces prochaines décennies et prochains siècles, soit ça va faire un futur absolument magnifique, incroyable, d'un point de vue positif, que j'aurais même du mal à reconnaître, même s'il est positif. Et aussi, ça pourrait mener soit à l'extinction pure et dure, soit à des, des enfers sur Terre ou dans l'univers, quoi. Des sortes de ouvrir les vannes de l'enfer, si on veut. Hmm. Et avoir les cercles de l'enfer dans l'univers et créer Event Horizon. Là, tu sais, il y a un univers comme ça dans le film. C'est assez glauque. Bref, donc ouais. Maintenant, techno-optimiste, oui. Je pourrais dire que je défends plutôt cette version-là, mais de manière assez faible. Je vais expliquer. Donc, bon, déjà, la technologie, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on peut passer par là si on veut essayer de définir une techno-optimiste et un techno-pessimiste. Technologie, c'est l'expression.
donc de quelque chose qui est instrumental, hein, c'est-à-dire qui nous sert à faire quelque chose d'autre. C'est jamais intrinsèque, on ne veut pas de la technologie pour la technologie, on veut la technologie pour X et Y, donc c'est instrumental, et c'est un ensemble culturel, un ensemble d'outils culturellement transmissibles pour résoudre des problèmes et atteindre des objectifs. Donc c'est ça la technologie finalement. Depuis l'âge je dirais presque depuis qu'on est des êtres humains modernes. 300 000 ans, c'est à peu près la date des premiers fossiles retrouvés d'humains modernes dans le sens physiologique. Donc on pense qu'ils avaient le même cerveau que nous, les mêmes, voilà, biologiquement identiques, et donc probablement les mêmes capacités de raisonnement et d'abstraction. Et évidemment, on a fait des progrès aussi juste parce qu'on a compris l'univers un peu mieux, mais grosso modo, c'était des êtres humains comme nous. On les reconnaîtrait pas. Enfin, si on faisait un saut dans le temps, ils seraient identiques à Monsieur et Madame Tout le Monde, sauf qu'ils seraient peut-être moins habillés. Et du coup, le techno-optimisme, ça va être quoi? Ça va être la position qui soutient que la technologie, en termes instrumentalistes, hein, joue un rôle clé pour garantir qu'il y aura plus de bonnes choses que de mauvaises dans le futur. Donc, pour revenir à la définition de l'optimisme que j'ai donnée précédemment. Donc, c'est juste dire, grâce à la technologie, on pense qu'il y aura plus de bonnes choses que de mauvaises dans le futur, à différents degrés et dans différents domaines. Donc, ça peut être aussi, c'est pas incompatible avec du techno-pessimisme sur de certains domaines. Donc on peut dire, je suis techno-optimiste dans la médecine, je pense qu'on va guérir le cancer, mais je suis techno-pessimiste sur le réchauffement climatique, je pense on va avoir des gros soucis et qu'il n'y aura peut-être pas assez d'agriculture pour tout le monde et qu'il y aura des famines. C'est deux choses qui peuvent être cohérentes, toi. Je pense pas que c'est nécessaire d'avoir une vue très large et se dire presque d'être techno-pessimiste ou techno-optimiste quoi qu'il arrive. Voilà. Mais une position forte du techno-optimiste, ça va dire que la technologie joue un rôle nécessaire et suffisant pour assurer qu'il y a plus de bonnes choses que de mauvaises. Et ça me semble être un peu trop fort. Je pense que quand on parle de techno-optimisme faible, c'est plus se dire que les technologies joueront un rôle important mais pas nécessaire. C'est-à-dire que ça suffit pas. Il faut aussi des progrès dans d'autres domaines, hein, que ce soit l'organisation sociale, culturelle, les normes, la coopération internationale, ce genre de choses, qui sont aussi aidées par la technologie. Je veux dire, si on a des meilleures technologies de communication, peut-être que l'IA pourra nous aider à mieux nous entendre, hein, c'est pas impossible. Par exemple, un truc tout con, mais une technologie de traduction en direct parfaite, qui pourrait être insérée dans l'oreillette de quelqu'un, donc que tu parles à un japonais, un chinois, un indien, peu importe. Ce qu'il dit, c'est traduit dans ton langage de manière 100%. Donc ça, c'est l'exemple d'une technologie qui joue un rôle positif dans la coordination et la coopération parce qu'on se comprend mieux. Et donc peut-être que ça a des répercussions positives. Voilà. Maintenant, pour vraiment après avoir une sorte de méthodologie sur comment on fait pour évaluer si le techno-optimisme et le techno-pessimiste est vrai ou correct, ou c'est la bonne approche, il faut pouvoir suivre un modèle d'argument avec plusieurs prémices. Il y a une prémisse de valeur déjà, de se dire qu'est-ce qu'on veut juger. Donc, par exemple, je reprends l'exemple de la médecine, c'est mieux d'être en bonne santé que d'être malade, ça c'est un jugement de valeur. Donc, la première prémisse, c'est les valeurs, ensuite c'est les faits. Les faits, on regarde les données historiques, par exemple, pour se demander si dans le présent aujourd'hui, on peut vraiment conclure que grâce aux technologies, on a plus de bonne santé que de mauvaise santé aujourd'hui par rapport au passé. Donc ça, c'est des données historiques. Une prémisse d'évaluation, donc là, ça va être pour peser le pour et le contre. Hein. Donc c'est un peu ce que je viens de dire juste avant. Une fois qu'on a nos faits, on pèse le pour et le contre. Donc oui ou non, on peut déterminer s'il y a plus de bonnes choses ou de mauvaises choses dans la santé. Et ensuite, une prémisse technologique qui va être de se dire, bon, bah, dans ce que je viens de dire, est-ce que la technologie a joué un rôle? Et si oui, de quelle manière? Voilà. Donc, si on veut vraiment être précis là-dessus, quoi. Mais ça, c'est un truc que j'ai lu dans un article scientifique, enfin philosophique si on veut, parce que c'est académique, c'est-à-dire que ça a été publié dans un journal. C'est John Danaher qui a mis en place ce système de réflexion que je trouve assez intéressant parce que c'est assez précis, c'est déconstruit aussi le principe de réflexion là-dessus. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant. Et en fait, ce que je trouve relativement compliqué, c'est que j'ai l'impression, mais c'est probablement faux, mais enfin, je sais pas, mais
que, en gros, ces positions décrivent la technologie un peu en soi, à quelque part. Comme si la technologie en soi pouvait amener vers du positif ou du négatif. Et j'ai l'impression que ça prend peu en compte, finalement, genre le système politique dans lequel la technologie se développe. Et j'ai l'impression que personnellement, en tout cas, mon optimisme ou mon pessimisme sur la technologie de façon générale ou sur telle ou telle technologie dépend beaucoup finalement du contexte politique dans lequel elle se développe. Si c'est par exemple, si c'est la Chine qui va développer une technologie, je vais être moins optimiste que si c'est la France, par exemple. Et si c'est les États-Unis, qui développent exactement la même technologie que la Chine, je vais aussi être un peu moins, je vais être moins pessimiste, mais un peu plus optimiste. euh, Parce que, mais ça reste quand même pour le profit de grandes boîtes privées qui sont pas nécessairement alignées aux nôtres. Donc, voilà, en fait, j'ai l'impression que ça dépend beaucoup. J'ai de la peine, par exemple, si on me dirait, est-ce que tu es techno-optimiste ou techno-pessimiste sur les algorithmes de recommandation? Je dirais, bah, genre, à l'heure actuelle, c'est pas mal de négatifs quand même qui en ressort. Mais c'est tout à fait possible d'imaginer des contextes politiques, des régulations comme ça, qui permettraient de faire en sorte que cette même technologie soit cool, en fait, qu'elle apporte du bien à l'humanité. Donc je trouve que ça dépend beaucoup du contexte politique, en fait. Ouais, tout à fait. C'est clair que c'est pas dans un vacuum, c'est pas dans le vide. On développe pas les technologies dans le vide. Forcément, il y a aussi d'où viennent les technologies, de quelle région du monde. Quand on voit la révolution industrielle, finalement, ces technologies-là, pour les Anglais, les Français, la plupart des Européens, on va dire que on en a quand même bénéficié. Ça a sorti énormément de gens de la pauvreté, ça a libéré du temps libre en automatisant plein de choses. Ça a mis du temps parce qu'il fallait voir aussi l'état des conditions de travail juste après l'invention de la machine à vapeur, des trucs comme ça. Mais voilà, aujourd'hui, on fait partie des gens qui ont le moins à travailler dans l'histoire de l'humanité, hein, quand on regarde bien. Et par contre, des pays qui ont pas eu la possibilité de développer ces technologies assez rapidement, ou qui ont suivi le chemin, mais plus tard, donc les pays en voie de développement aujourd'hui, ou même la Chine, qui a été du coup dans un rapport de force complètement déséquilibré lorsque les Anglais sont arrivés, ou l'Empire britannique qui a imposé une sorte d'impérialisme comme ça sur le monde, grâce aux technologies qui ont été développées durant la révolution industrielle, fait que effectivement, on peut se dire techno-optimistes les Anglais, mais techno-pessimistes les aborigènes quoi, d'Australie. C'est évident. Donc oui, il y a plusieurs positions sur une même technologie aussi. Après, est-ce qu'on ne pourrait pas quand même se demander s'il y a des technologies qui sont toujours positives? C'est possible. Mm. Peu importe où elles sont développées. Ça serait intéressant d'y réfléchir. Et des technologies, comme je disais aussi un peu tout à l'heure, toujours négatives. Je pense que les armes nucléaires, j'ai tendance à penser que peu importe qui c'est qui la développe, ça peut être pire que d'autres, mais d'une manière générale, c'est pas une technologie qui est super, quoi. À moins que, effectivement, ça peut être un système d'armes de défense contre les astéroïdes, mais vu le taux d'impact d'astéroïdes destructeurs de civilisation par siècle, c'est quand même pas. On n'était pas très pressé hein, de développer ces trucs-là. Mais le fait que ça a été développé en temps de guerre aussi, ça a un contexte. Et donc, du coup, je pense que ça a aussi eu des répercussions sur la façon dont les années durant la guerre froide se sont déroulées. La course à l'armement n'aurait peut-être pas eu lieu s'il n'y avait pas eu de guerre mondiale qui a précipité le projet Manhattan. Euh, Après, il y a des choses qui sont inévitables. J'ai l'impression quand même que, enfin, quand je dis inévitable, à partir du moment où une technologie existe, mais ça c'est aussi une conjoncture, hein, c'est la conjoncture d'achèvement technologique. C'est-à-dire que si on imagine une boîte remplie de sable, on perce un trou dans la boîte, à un moment donné il y a un peu de sable qui tombe, on en perce un autre, il y a un peu de sable qui tombe, on peut conclure que à un moment donné tout le sable sera sorti de la boîte, quoi, finalement. Donc bon, c'est une métaphore pour dire que s'il y en a une boîte avec des technologies dedans et qu'on pioche, à un moment donné on va tout découvrir. Bon, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'il y a certaines. Je pense qu'il y a certaines technologies qui sont annulées par d'autres, c'est-à-dire que je ne sais pas si on invente certaines technologies avant d'autres, mais que ces nouvelles technologies sont plus utiles et plus performantes, on va négliger celles qui auraient pu être découvertes, qui font la même chose. Donc, c'est pas impossible que, voilà, par exemple, les vols, euh,
Peut-être que, je sais pas moi, j'ai pas tellement d'exemples là tout de suite, mais bon, je pense que vous voyez l'idée. Et effectivement, le contexte joue beaucoup, le contexte politique, social. Évidemment, il y a aussi, on peut penser à des uchronies où la Deuxième Guerre mondiale est gagnée par les forces de l'Axe, et donc ça donne une sorte d'Europe sous le joug nazi qui, euh, qui va faire tout un tas de trucs. Et je pense que la médecine aurait probablement progressé vite aussi, hein, mais parce que les nazis n'avaient pas énormément de commissions d'éthique sur certains sujets, donc ils auraient peut-être guéri des maladies plus rapidement, mais à quel prix, quoi. Et après, c'est les survivants, il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie de vivre dans un monde qui, qui s'autorise ça, et même s'il y a des bénéfices. Enfin voilà, après, il y a beaucoup de dilemmes moraux, mais on dit souvent la technologie, elle est neutre, elle n'est pas bonne ou mauvaise. J'ai tendance quand même à penser ça, sauf si, évidemment, il y a peut-être des exceptions où là, il y a quelques technologies qui pourraient vraiment être mauvaises par défaut et d'autres bonnes par défaut. Mais comme tu disais, le contexte socio-culturel, politique joue un rôle. Et Mhm. c'est pour ça il y a des courses qui se jouent, même pour l'IA, par exemple. On a envie que l'Occident développe l'IA plus rapidement que la Chine, parce qu'on se doute que c'est possible que la Chine utilise les IA développées, générales, pour peut-être faire des choses qui ne seront pas top. Mais d'un autre côté, on rencontre un truc quand même, c'est que c'est les premiers à vouloir réguler l'IA parce ils se rendent bien compte que ChatGPT, chez eux, ils ont tout intérêt à faire en sorte que leur système ne va pas dire des conneries sur le Parti communiste. Donc en fait, ils sont beaucoup plus, ils ont plus d'intérêt pour la régulation, j'ai l'impression. Donc c'est un bon partenaire dans ce sens-là. Oui, après, des systèmes super puissants qui peuvent verrouiller comme ça une superpuissance pendant des décennies, voire des millénaires. Là, effectivement, c'est dangereux. C'est des systèmes de compétition dangereux, mais d'une manière générale, si on commence à parler de coopération internationale, on se rend compte qu'il y a des choses comme Moloch. Moloch, c'est un peu une métaphore pour. Enfin, Moloch, c'est la métaphore du dieu de la compétition nocive. C'est tout ce qui concerne les lose-lose, en gros, les compétitions perdant-perdant, où chaque compétiteur fait un truc qui le fait gagner, mais sur le long terme, tout le monde perd. Par exemple, vous avez un lac, vous avez des gens qui pêchent. Bon ben, clairement, si mon revenu se base sur combien de poissons je vais pêcher par jour, je vais avoir tendance à tricher, je sais pas, on va pêcher à la bombe, empoisonner le lac et tout ça. Et à un moment donné, il n'y a plus de poissons dans le lac. Tous les pêcheurs, ils ont fait la même chose, ils ont voulu à chacun voilà, essayer de cheater, de tricher, celui qui a la plus grosse bombe qui va tuer le plus de poissons, celui qui va polluer le plus pour tuer plus de poissons, et à un moment donné, il n'y a plus de poissons. Tout le monde a perdu. C'est pour ça qu'il faut une instance de régulation qui va dire, oulala, c'est un arbitre finalement, qui va dire non, il y a des règles du jeu, vous pouvez pas faire ça et ça et ça. C'est pour ça que le capitalisme complètement dérégulé, moi, je pense que ça mène le monde à la catastrophe. Mais en soi, il y a des possibilités d'avoir un capitalisme consciencieux, quoi, qui fonctionne bien, qui a des bonnes règles, parce qu'il est bien arbitré. C'est un peu comme le football. Il y a des bonnes règles, des mauvaises règles. Si l'arbitre il donne pas de carton rouge après avoir fait un tacle au genou, c'est des mauvaises règles. Il faut que l'arbitre donne un carton rouge, quoi. Et un sujet qui t'intéresse aussi beaucoup, c'est tout ce qui touche au risque existentiel. Euh, du coup, ben peut-être encore une fois définir un peu ce que c'est, genre les principaux risques aussi. Et puis, ben toi, quelle probabilité tu assignerais peut-être de façon globale au risque existentiel, et puis aussi peut-être à chaque risque lesquels te paraissent le plus probables, etc. Voilà. Ouais, bien sûr. Bah, alors, risque existentiel, c'est un risque qui diminue le potentiel de l'humanité de manière permanente ou quasi permanente. Donc, en fait, le potentiel de l'humanité, on va dire, c'est une sorte d'arbre des possibles, hein, très large sur ce qu'on pourrait faire. Donc, on pourrait s'étendre dans l'espace vraiment presque jusqu'aux frontières de l'univers observable, hein. Il n'y a aucune loi physique qui nous en empêche. Et surtout si on a un laps de temps énorme, c'est-à-dire si on vit encore l'espèce humaine, la longévité de l'espèce humaine et nos descendants, hein, parce que ça sera peut-être des autres. Ils se rappelleront peut-être pas les êtres humains, hein, ils se diront peut-être on est autre chose, mais ils auront comme descendance, enfin, comme héritage de l'être humain. Et donc dans ce sens-là, on est liés. Et ça,
Ça voudrait dire que peut-être des milliers, des millions en gros des trillions d'années, je pense encore, l'univers en fait est habitable. Donc sur cet espace de temps, on peut vraiment s'étendre et faire plein de choses. Et si il y a un événement qui se produit, qui réduit considérablement la taille de cet espace, on considère que c'est un risque existentiel. Ça pourrait être une extinction, ou ça pourrait être l'établissement d'un verrouillage, on va dire. C'est-à-dire quelque chose qui verrouille le futur pendant très longtemps, dans un état négatif, où il y a très peu de branches, de possibilités qui puissent émerger. Par exemple, l'établissement d'une sorte de gouvernement mondial totalitaire, voire galactique totalitaire, quelque chose qui vraiment imposerait des lois très strictes, qui auraient des systèmes de contrôle, peut-être de la pensée, avec des technologies hyper avancées, peut-être l'IA. Et là, ça verrouillerait le futur pendant longtemps, je pense. Parce que tout soulèvement serait impossible. Parce que si tu as une idée de soulèvement, peut-être que tu auras une puce dans la tête qui éclate, tu vois. Quelque chose aussi, ça serait un bon sujet de science-fiction, ça. Mais c'est pas impossible que... Enfin, c'est un risque, on va dire. C'est un risque peut-être qui n'est pas très probable, mais c'est un risque qui existe. Et il y a aussi un autre scénario, c'est une sorte d'effondrement civilisationnel qui nous renvoie à l'âge de pierre, mais qui ne permet pas un rétablissement de la civilisation parce que on n'arrive pas à redémarrer pour des raisons comme, par exemple, le fait que la plupart des gisements d'énergie fossile sont épuisés aujourd'hui. Donc, retrouver un état où on pourrait reconstruire une révolution industrielle, ça pourrait être difficile dans le futur si on venait à tout perdre. Mais ça pourrait être aussi juste que la taille de la population est trop faible et qu'il n'y a plus suffisamment d'idées, qu'on a tout perdu, on a une sorte d'amnésie collective. Et là, on entre dans des scénarios un petit peu comme dans Mad Max, mais même pas Mad Max, je veux dire. Je crois pas que ça a été exploré ça vraiment dans la science-fiction. Ensuite, donc, dans les risques existentiels, on peut catégoriser les risques naturels et les risques anthropogéniques. Anthropogénique, c'est ce qui est créé par l'homme, génétique, enfin génique, c'est la création, quoi, et anthropo, homme, on va dire. Donc, risque naturel, tu as les astéroïdes, les supervolcans, les événements cosmiques comme les rayons gamma, les supernovas, qui peuvent stériliser une planète. Heureusement, ce genre de choses-là arrivent pas trop souvent, hein. Par exemple, les risques naturels, globalement, ça arrive une fois sur 10 000, donc en gros par siècle. Donc tous les siècles, on a une chance sur 10 000 qu'il y ait un super volcan qui rentre en éruption et qui cause l'extinction, voire voilà, un risque existentiel, une catastrophe existentielle du coup. Mais dans les risques anthropogéniques, ils sont beaucoup plus comment dire, probables, hein. En fait, on est entré dans l'ère des risques existentiels par notre propre main depuis 1945, depuis la première bombe atomique qui a été testée, le test Trinité. Pourquoi? Parce que les armes nucléaires sont un risque anthropogénique existentiel. Il y a à peu près, donc ça c'est des chiffres que je sors d'un livre qui s'appelle The Precipice, le précipice de Toby Ord. Parce que c'est des chiffres, moi j'ai pas les ressources académiques vraiment pour donner des chiffres sur le risque, mais voilà, il y a quelqu'un qui a fait le travail pour moi, si on veut. Je pense que c'est une bonne source pour donner des probabilités, pour se rendre compte, même si les probabilités sont fausses, la marge d'erreur elle existe évidemment, mais je pense pas qu'elle est très grande. C'est pas des ordres de grandeur immenses sur l'erreur. Donc quand je dis par exemple que une guerre nucléaire a une chance sur 1000 de se produire durant ce siècle, c'est peut-être une chance sur 500, tu vois. Mais l'erreur, elle va pas être, c'est pas une chance sur 10 non plus, quoi. Ou c'est pas une chance sur 1 million. Donc voilà. Donc je vais donner des chiffres comme ça, hein. Il y a aussi donc pandémie artificielle. Pandémie artificielle, ce serait un scénario où donc modification génétique d'un virus pour le rendre plus létal et plus transmissible, par exemple, ce qui aurait des conséquences dévastatrices, forcément, parce qu'on ne serait pas amené à résister à ça, notre système immunitaire ne serait pas prêt, et on n'aurait peut-être pas le temps de concevoir les vaccins et les normes sanitaires pour faire face à ça, donc on pourrait perdre un très très grand nombre de la population. Est-ce que tout le monde mourrait? Ça, c'est pas sûr, mais ça nous renverrait très certainement à un âge sombre. Donc là, c'est une chance sur 30. Une chance sur 30, c'est quand même beaucoup, hein. S'il y a une chance sur 30 que votre avion, quand il décolle, tombe, vous ne prendriez pas l'avion. Voilà. Ensuite, l'intelligence artificielle, peut-être le laisser en dernier celui-là. Il y a aussi les réchauffements climatiques extrêmes. Là, ça serait plus des scénarios extrêmes où il y a des sortes de boucles de rétroaction qu'on n'a pas prévues, qui s'enclenchent et qui fait que, en fait, je sais pas, mais il y a beaucoup plus de gaz à effet de serre qui sont relâchés d'un coup. Par exemple, il y a peut-être un lac
plein de méthane qui fond, et donc le gaz est lâché, et donc ça augmente encore plus des systèmes négatifs dans l'atmosphère, la fonte des glaces qui augmente et tout, et ça précipite en fait un réchauffement climatique de la planète presque au point de rendre la planète inhabitable, ou Mhm. dans des conditions extrêmement difficiles. Et là, c'est un risque sur 1000. C'est autant probable que la guerre nucléaire finalement. Mais on a beaucoup d'incertitudes sur ça. Il y a beaucoup de mises à jour aussi récentes sur le fait que ces scénarios extrêmes sont peu probables parce qu'on a quand même constaté qu'il y aurait finalement, si on reprend la courbe de distribution de probabilité, le haut de la courbe, donc la cloche, hein, c'est plus des scénarios où on aura 2, 3, 4% de réchauffement et pas 6 ou 12, tu vois. Ça, c'est beaucoup moins Mhm. probable. Mais s'il y a 12%, enfin 12 degrés de réchauffement climatique, là, la Terre, elle est dans la merde. Maintenant, il y a quoi d'autre? Bah, il y aurait les inconnus, hein. Là, c'est un risque finalement qu'on ne sait pas, mais c'est intéressant parce que si on regarde bien, depuis 1945, si quelqu'un en 1950 avait essayé de faire un livre sur les risques existentiels, il n'aurait pas inclus l'intelligence artificielle, il n'aurait pas inclus les pandémies artificielles, parce que le génie génétique n'avait pas été découvert. Euh, donc il n'aurait pas inclus le réchauffement climatique. Donc il se serait juste dit, oh ben il y a juste un risque de guerre nucléaire finalement. Donc il y avait beaucoup d'inconnus à l'époque. Et on peut se dire aussi qu'aujourd'hui, bah, on est dans la même situation. Si ça se trouve, il y a des technologies qui vont être inventées dans quelques années, dans quelques décennies, qui posent des risques qu'on ne peut pas prévoir aujourd'hui parce qu'on ne les connaît pas, ces technologies. Il y a notamment là, peut-être des risques liés à la nanotechnologie, hein, qui pourraient causer peut-être une sorte de chaîne de réplication de petits organismes nanotechnologiques du coup qui seraient artificiels et qui pourraient faire des dégâts dans l'écosystème peut-être. Et enfin, l'intelligence artificielle mal alignée, qui est de loin le risque le plus sérieux, apparemment, selon Toby Hort, qui estime une chance sur 10 que ça mène à une catastrophe existentielle d'ici la fin du siècle. Mhm. Ça veut dire qu'il faudrait jouer le siècle 10 fois pour voir un risque euh, se dérouler. Et c'est un risque assez élevé, quoi. Et en tout, voilà, on peut estimer que durant ce siècle, il y a une chance sur 6 finalement, quand on combine tous les risques, que l'humanité ne s'en sorte pas d'ici la fin du siècle. Et ces probabilités, toi, tu es relativement en accord avec? Parce que j'avais l'impression que typiquement sur l'intelligence artificielle, tu disais que par exemple 10% était plutôt le truc bas. Du coup, est-ce que toi, tu as plus ou moins les mêmes probabilités ou des probabilités un peu plus hautes? Ouais, globalement, ouais, j'aurais tendance. Je sais pas, des fois, ça dépend des jours, je pense, parce que il y a, par exemple, les guerres nucléaires, c'est facile de se mettre à jour aujourd'hui que ça ne l'était en 2015. Mhm. Pandémie artificielle, pareil. Mais il y a aussi des gens qui s'y intéressent, donc ça baisse les risques parce qu'il y a forcément des mesures de régulation qui sont mises en place. Mais d'un autre côté, le fait qu'il y ait des conflits géopolitiques, des baisses de relations diplomatiques entre la Chine et les États-Unis, entre la Russie et les États-Unis, fait que les traités, fait que les conventions, les coopérations, tout ça, ça diminue, c'est moins possible. Et donc ça augmente potentiellement la catastrophe. Donc j'aurais tendance à dire que je suis relativement d'accord avec lui sur, d'une manière générale, le fait qu'il y a une chance sur 6. Mais j'aurais tendance à dire aussi, et ça c'est un truc qu'il souligne aussi dans son livre, Toby Ord, c'est que ce siècle est peut-être le plus périlleux de notre histoire. Mhm. Mais vraiment de notre histoire avec un grand H. Ce qui voudrait dire que si on passe le 21e siècle, euh, peut-être qu'on a un futur glorieux quoi, devant nous. Euh, voilà, donc c'est difficile à dire, mais je trouve que quand on fait une sorte de pause et qu'on regarde la situation du monde aujourd'hui et ce qu'on a dans le panier, hein, de nos technologies, on se dit ouais effectivement il faudrait faire attention à ce qu'on fait. Il faut être prudent. Mhm. Et ça, c'est une question intéressante aussi, justement liée à ces sujets. C'est que certaines personnes vont dire justement qu'on est dans un siècle particulièrement important, et puis d'autres
pourrait dire, ouais, mais finalement, tous les siècles se sont dit ça, et tous les siècles sont importants à leur manière. Les gens qui ont inventé l'imprimerie et tout ça, ils ont vécu une révolution technologique peut-être tout aussi grande que ce qu'on va vivre nous. C'est juste que nous, c'est dans notre passé, donc on a l'impression que c'est pas si fou que ça, mais en fait, ça a complètement révolutionné la société. Ou bien peut-être que dans le siècle précédent, ben, Hitler aurait pu prendre le pouvoir de la Terre et ça aurait complètement changé notre futur. Donc finalement, est-ce que notre siècle est vraiment si important que ça? Est-ce que c'est pas un peu un biais et puis chaque siècle se dit ça? Ou bien est-ce qu'il y a vraiment un truc spécial dans ce siècle-là? Ouais, c'est sûr que c'est un argument qui se défend. Je pense qu'on peut quand même se dire que le seul siècle, moi, il y a 2 siècles finalement où l'humanité aurait vraiment pu détruire tout le monde. Enfin, et encore. Enfin, non, si vraiment, c'est le 20e et le 21e siècle, c'est les 2 siècles où on peut vraiment rendre la planète inhabitable. Avant, on n'avait tout simplement pas ce pouvoir. Même Hmm. le plus fou des empereurs romains, s'il voulait détruire la planète, il pouvait pas. C'était pas possible. Il aurait pu envoyer tous ses centurions aux quatre coins de la planète. Et qu'est-ce qu'il aurait pu faire, quoi? Et donc, je me dis, bon, bah, ça change quand même la donne. Le fait qu'on a l'arsenal aujourd'hui, ou le. Après, euh, effectivement, le 20e est intéressant parce que il y a eu des conflits majeurs. Ce qui est étonnant, c'est que la première arme qu'on invente, qui a le potentiel de destruction euh, de la planète, si on en a beaucoup, hein, parce que c'est une seule bombe. Enfin, en 1945, l'humanité n'avait pas la capacité de détruire la planète, même avec deux, trois bombes nucléaires. Mais c'est après quoi que c'est venu. Mais si on imagine que les bombes nucléaires ont été inventées juste avant la Deuxième Guerre mondiale, du coup, les nazis l'auraient eu certainement, et donc là, il y aurait peut-être eu un conflit nucléaire. Mais bon, c'est une uchronie, quoi. Et donc je me Hmm. dis, dans l'état actuel des choses, de 1945 à 2000, qu'est-ce qui existait sur la planète qui aurait pu causer une extinction massive de l'humanité? Bah, les bombes nucléaires, ok. Ça aurait pu. Effectivement, la Troisième Guerre mondiale n'est pas passée loin. Mais le fait qu'on ait passé ce siècle, euh, je pense que on peut aujourd'hui juste regarder ce qui nous attend et de se dire, ok, on a en plus des bombes nucléaires, on a tout ce que j'ai mentionné, qu'on n'avait pas vraiment au XXe siècle. Et donc, ça rajoute peut-être plus de crédence, de crédit, je veux dire, à l'hypothèse que le siècle dans lequel on vit est le plus important, juste ici. C'est pas impossible que le 22e siècle soit le plus important. Ça se trouve, on va décaler un petit peu euh, nos capacités de destruction, parce que si jamais on arrive à 2100 et que on est toujours un petit peu dans une instabilité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de guerre majeure, il n'y a pas eu de pandémie artificielle, il n'y a pas eu d'IA mal alignée, mais on n'est pas non plus sorti de l'auberge parce que ça se trouve, il y a encore des risques qui n'ont pas été réduits suffisamment. Bah, peut-être que le 22e siècle, ce sera là où ça va péter, où c'est eux qui vont devoir résoudre ces problèmes de coordination et d'atteindre ce que j'appelle la sécurité existentielle. C'est-à-dire une sorte d'état où, une fois entré, c'est bon, quoi. C'est un peu comme la zone verte. Euh, peu importe ce qu'on fait, on sera sûr. Parce que je pense aussi qu'il y a des choses qui peuvent être. Ouais, il y a aussi le potentiel de se répandre sur d'autres planètes qui augmente notre survivabilité. Et le fait qu'on soit coincé sur une seule planète augmente les chances qu'on y passe tous. Mais à partir du moment où on sera sur une autre planète, sur d'autres colonies, sur d'autres bases, même sur des vaisseaux intergénérationnels peut-être, ou même des stations orbitales, quoi. Je me dis que ça augmente la probabilité qu'on survive même s'il y a une catastrophe sur Terre. Donc ça aussi, on peut estimer que ça arrive avant la fin du siècle. Et donc ça rentre aussi dans les enjeux qu'on doit résoudre. C'est-à-dire il faut à la fois réduire les risques existentiels, il faut à la fois se répandre sur d'autres astres le plus vite possible si on veut, mais en même temps faut pas faire n'importe quoi. Mais si on le fait bien, ça peut aussi augmenter la survivabilité de la Terre et de l'espèce Mhm. humaine. Génial, merci beaucoup Gaëtan. Merci d'avoir écouté le Futurologue Podcast, le podcast pour comprendre les enjeux de demain.